Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à donc la réélection de Donald Trump depuis le 5 novembre dernier. Nous allons voir ensemble quels ont été les impacts sur les marchés boursiers, sur l'économie et la politique au sens large, que ce soit aux États-Unis mais aussi sur les autres régions du globe. Pour ça, j'ai la chance d'être avec Amy Green, spécialiste de la politique américaine, qui est également membre du membre de l'Institut Montaigne. Et nous allons voir dans ce webinaire. Nous allons faire ça en deux parties. La première partie sera animée par Amy. Ça va être sur les premières décisions, les orientations politiques qui ont été prises par l'administration de Trump. Et dans un second temps, nous regarderons ensemble les impacts que cela a eu sur l'économie américaine, l'économie européenne et par conséquent sur les marchés financiers et donc vos investissements. Amy, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, je vais essayer de synthétiser un petit peu des grands axes de la politique de Donald Trump depuis à peu près 50 jours. Même, on arrive bientôt au 100e jour. Donc, en fait, ça passe très, très vite. Mais en même temps, il n'est secret à personne que Donald Trump bis, c'est un président qui est exceptionnellement actif. C'est quelqu'un qui agit très, très vite et qui touche à des secteurs très divers de la société. C'est quelqu'un qui semble en tout cas vouloir mettre en place beaucoup de choses et assez rapidement. Il y a des explications liées à sa personne, à sa conception et notamment du pouvoir présidentiel, mais aussi des impératifs politiques plus domestiques qui imposent une forme de pression sur lui. Donc on peut effectivement revenir sur ces dynamiques-là, peut-être dans les questions, mais d'abord je vais me tâcher effectivement de synthétiser, en tout cas de proposer quelques éléments des grands axes de cette politique. Alors, là, il a fallu en choisir quand même quelques-uns, en sachant que Donald Trump a signé plus de 100 décrets exécutifs, a mis en place plusieurs centaines d'actions exécutives, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, pour trouver un peu le fil conducteur dans tout ça, on aurait pu choisir pas mal de sujets différents, mais ces 6 semblaient les plus pertinents, en tout cas pour aujourd'hui. Donc, je vais passer en revue un peu rapidement là où on en est par rapport à ses promesses de campagne. J'évoquerai un petit peu les dynamiques politiques dans le sens général pour que vous compreniez très bien l'écosystème aux États-Unis, les forces, les contre-pressions, voire les contre-pouvoirs auxquels Donald Trump et son administration font face. Et puis, on va évoquer un petit peu avec plus de focus sur quelques éléments de la politique commerciale, fiscale, monétaire de Donald Trump. Alors, vous vous souvenez sans doute bien que pendant la campagne électorale, Donald Trump s'est engagé à pardonner ceux qui ont participé aux attaques contre le Capitole du 6 janvier 2021. Rappelez-vous que ce sont des personnes, des partisans, des supporters de Donald Trump qui ont pris d'assaut le Capitole. Il y avait quelques personnes qui ont perdu le vie ce jour-là et puis d'autres blessés, dans une tentative d'interrompre la certification du vote présidentiel par le Congrès. Et donc, en effet, Donald Trump a refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden dans les élections de novembre 2020. Et ce jour-là, le 6 janvier 2021, c'était le jour où le Congrès était chargé effectivement de valider et de confirmer la victoire de Joe Biden. Et les émeutiers ont pris effectivement d'assaut le Capitole. Donald Trump assez rapidement, il a condamné, mais avec un peu de retard. Et puis progressivement, on voit qu'il réécrit un petit peu le récit autour de cet acte-là jusqu'à qualifier les émeutiers, en tout cas les manifestants, si on veut être un petit peu plus doux avec le langage, comme patriotes qui voulaient sauver leur pays. Et donc, il s'est engagé effectivement à effacer les peines ou à les pardonner. C'est exactement ce qu'il a fait. Donc là, c'est un décret exécutif que Trump a signé le jour même de son investiture pour effectivement les décharger et les rendre, leur donner la clémence juste pour leur implication dans tout acte lié justement au 6 janvier. Donc, c'est un premier acte. On a le résultat, c'est-à-dire que c'est fait. Il a utilisé son pouvoir présidentiel de clémence. Il y a effectivement, d'autres sujets de campagne qui ont fait partie justement du cœur de la stratégie électorale de Donald Trump pour cette présidentielle de 2024. Et en effet, un des arguments principaux qu'il a cité pour en effet qualifier le Parti démocrate d'inefficace et même de faible, c'était l'incapacité de l'ancienne présidence, donc de Biden,
à prévenir des guerres, des nouvelles guerres internationales et ensuite d'y mettre fin. Et donc, Donald Trump s'est engagé à mettre fin à la guerre en Ukraine en l'espace de 24 heures. Sauf qu'on ne savait pas si c'était à partir de son investiture, si c'était à partir du moment où il s'est penché. En tout cas, Donald Trump est revenu sur cette question-là. Donc, les 24 heures sont devenus un objectif de 6 mois. Et très récemment, Donald Trump a indiqué qu'effectivement, il était peut-être un petit peu ironique dans la promesse des 24 heures et que ça sera beaucoup plus difficile que ça. Alors, pour l'instant, évidemment, on n'a pas de cessez-le-feu, on n'a pas de fin à cette guerre. On a sans doute quelques ruptures assez importantes dans la posture des États-Unis vis-à-vis de cette guerre. Si Joe Biden menait une politique de permettre d'équiper les Ukrainiens, il voulait absolument éviter un conflit ouvert avec les Russes. Donc, on était dans une stratégie de don aux Ukrainiens, d'aide aux Ukrainiens, un effort de guerre financé, mais aussi incarné par le transfert des armes. Mais en tout cas, suffisamment pour qu'ils montent une défense, mais pas suffisamment, et c'est ce qu'on avait vu, pour combattre les Russes véritablement. Donc, on est entré dans une logique d'impasse. Alors, la chose qui restait complètement stable depuis le début de cette guerre, c'est la position des États-Unis fermement du côté des Ukrainiens, qui indiquait qu'ils faisaient l'objet d'une invasion de leur souveraineté par un agresseur, et donc c'est la Russie. Alors, la grande rupture avec cette présidence Trump, il y en a peut-être même plusieurs. Premièrement, c'est le rapprochement spectaculaire de Donald Trump de la Russie, qui marque véritablement un revirement de tout l'appareil de la politique étrangère des États-Unis depuis l'après-guerre, donc depuis 80 ans. Mais on a vu également un Donald Trump qui a pris une ligne beaucoup plus dure vis-à-vis de Zelensky, qui l'a qualifié de dictateur, avant de répondre à un journaliste en disant « Est-ce que j'ai vraiment bien dit ça ?» Et puis, on a vu qu'il a commencé à entamer des discussions avec Vladimir Poutine sans la présence des Ukrainiens, sans la présence des Européens. Donc là, Donald Trump, il veut miser sur une stratégie potentiellement multifacette. D'abord, il considère qu'il faut se rapprocher de la Russie parce qu'on ne peut pas dénigrer la Russie et leur donner la culpabilité et ensuite attendre à ce qu'ils fassent un accord avec les Américains. Mais évidemment, il peut y avoir aussi un élément plus idéologique derrière. Il peut y avoir une troisième partie de cette stratégie de rapprochement des Russes, à savoir les enlever de la Chine, donc les séparer de la Chine pour isoler davantage la Chine dans le monde. En tout cas, on n'est pas aujourd'hui avec un cessez-le-feu accepté par les Russes, même si les Ukrainiens ont accepté le principe du cessez-le-feu. Les Russes ont été visités par les membres de l'administration Trump et ils semblent mettre en place des conditions pour accepter ce cessez-le-feu qui sont impossibles, à savoir arrêter de donner des équipements, de mobiliser des financements pour l'Ukraine et d'empêcher d'autres pays justement de leur donner de l'assistance. Donc aujourd'hui, on est dans une impasse avec sur la table la possibilité d'une signature d'accord sur les matériaux rares, les terres rares ukrainiennes, qui donnerait potentiellement une partie, voire une totalité de contrôle aux Américains. Et puis, on a la partie qui implique directement la Russie, où les Américains cherchent aussi à trouver leur intérêt économique comme sortie de crise. La frontière faisait également partie des arguments électoraux classiques centraux de Donald Trump pendant cette campagne présidentielle. C'était également un élément qu'il a utilisé pour qualifier le Parti démocrate de faiblesse, et donc il a proposé d'expulser en masse les immigrés des États-Unis, notamment ceux en situation illégale. On voit très bien que Donald Trump a agi assez rapidement pour essayer de contrôler la situation, qui était déjà à peu près sous contrôle. Joe Biden a signé lui-même un décret à l'été dernier qui a permis effectivement de stopper un petit peu les passages. On voit que Donald Trump a déclaré une urgence migratoire à la frontière pour pouvoir impliquer l'utilisation des forces de l'ordre pour maîtriser la situation. Néanmoins, pendant son premier mois en tant que président une deuxième fois, il a expulsé un peu plus de 37 000 personnes, ce qui est inférieur à la moyenne mensuelle de Joe Biden, qui était à peu près à 57 000 expulsions par mois. Donc, on voit qu'il est en deçà de la barre fixée par Joe Biden là-dessus. Néanmoins, il mène un certain nombre d'actions. Plus récemment, on a entendu parler des vols d'immigrés expulsés qui ont été refusés par des pays différents, la Colombie, la Chine.
Et très récemment, il a voulu expulser des membres des gangs vénézuéliens qui ont été refusés et donc accueillis finalement au Salvador. Là, sur cette question d'expulsion, il y a un certain nombre de litiges en cours devant la justice américaine pour trancher justement la capacité de Donald Trump de modifier la loi existante, ou en tout cas de contourner la loi existante afin d'accélérer les expulsions et de les faire dans des conditions pas tout à fait conformes à ce que la loi préconiserait. Donc, on a quand même quelques litiges sur ce sujet-là, avec une action assez médiatisée, mais finalement, dans les chiffres, on voit qu'il y a peut-être moins d'activité que son prédécesseur. Alors, quand on revient à la question des tarifs, évidemment, c'est l'outil fétiche de Donald Trump, c'est même l'outil primaire, je dirais premier, plutôt de Donald Trump pour répondre à la situation économique aux États-Unis et particulièrement à l'attente des Américains de retrouver un peu de pouvoir d'achat. Ça rentre également dans sa philosophie de America First, à savoir que les États-Unis contribuent excessivement à l'ordre international, au système international depuis justement l'après-guerre et que finalement les États-Unis sont instrumentalisés et n'en bénéficient pas à la hauteur de ces investissements-là. Donc, ils considèrent des tarifs comme une façon de faire à la fois revenir des emplois aux États-Unis, des emplois qui ont été délocalisés, de réindustrialiser le pays qui a perdu dans des zones notamment de la ceinture de Rouille, des anciennes zones industrielles qui votent majoritairement pour Donald Trump aujourd'hui, de redonner un élan économique et des véritables perspectives professionnelles pour les habitants. Ils considèrent également que c'est une façon d'attirer des entreprises étrangères qui, à force de vouloir éviter justement des frais de douane très élevés, pourraient les encourager à s'installer aux États-Unis dans la durée. Effectivement, il y a des risques avec cela. Vous êtes les mieux placés pour le savoir, à savoir cette politique d'incertitude autour des frais de douane qui sont menacés, annoncés et puis finalement renégocier. Ça crée également un climat d'incertitude qui peut froisser ou en tout cas heurter aux investisseurs étrangers. Donc, et donc à savoir si c'est un outil qui va véritablement fonctionner, mais en tout cas, ça permet à Donald Trump de tenir un certain nombre de promesses électoraux. C'est un argument simple à vendre aux électeurs, à savoir c'est les gouvernements étrangers qui vont payer justement cette exploitation de la largesse américaine jusqu'ici. Néanmoins, ça n'a pas l'air d'être la solution magique et il y a une partie de l'opinion publique américaine qui commence à sentir effectivement qu'il peut y avoir des conséquences économiques qui les touchent directement, à commencer par la hausse des prix, l'inflation et aussi éventuellement une récession. Donc, il y a des indices qui commencent à montrer une inquiétude au sein de l'opinion publique américaine sur ces sujets-là. Un autre élément de la politique de Donald Trump, c'est s'attaquer à la fonction publique, donc éliminer ce qu'il qualifie d'état profond. Donc, il considère qu'il y a beaucoup de gaspillage au sein des agences fédérales aux États-Unis et qu'il faut à tout prix réduire ce gaspillage, à la fois par l'activité des agences fédérales, mais aussi par la taille justement du nombre de personnes, de fonctionnaires qui sont employés dans cette fonction publique. Et donc là, on introduit le personnage d'Elon Musk on est obligé d'évoquer, qui est à la tête justement de cette initiative-là. Alors, Donald Trump a commencé d'ores et déjà avec un certain nombre d'actions justement où la légalité est en cours d'évaluation par la justice. Je peux penser au gel des aides humanitaires à l'international, au fait de vouloir finir avec et puis rapatrier l'Agence internationale de l'aide au développement au sein du département d'État. Très récemment, Donald Trump a annoncé l'élimination du ministère de l'Éducation. Donc, on voit très bien qu'il y a un certain nombre de mouvements très, très profonds qu'il essaie de mettre en place, à la fois pour changer radicalement, même drastiquement en tout cas, la composition, le visage de la fonction publique et les personnes qui l'incarnent. Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des chiffres clairs et transparents justement sur le bilan justement de ces premiers mois d'activité, mais on sait qu'il y a au moins 49 000 fonctionnaires qui ont été licenciés.
il y a au moins 75 000 qui ont accepté de démissionner en retour pour un paiement des indemnités de rupture. Et l'administration préconise au moins encore 171 000 licenciements à l'avenir. Mais encore une fois, on ne sait pas quel est le niveau de gaspillage qui a été retrouvé et on a beaucoup de difficultés à avoir des éléments transparents sur l'activité de Musk et le résultat de ces premiers mois d'action. Un autre élément, c'est effectivement revenir sur un certain nombre de mesures climatiques. Donald Trump, là, pour l'instant, il a agi au travers des décrets exécutifs, mais beaucoup moins d'activités depuis. Donc, il a signé un décret qui annonce une urgence énergétique qui permettrait justement de lever un certain nombre de freins et de régulations pour faire plus de forage, plus de recherche, d'exploitation des ressources énergétiques offshore. Évidemment, il s'est retiré des accords de Paris et il a rompu avec le Green New Deal. Donc, voilà le bilan de quelques actions phares. On pourrait en parler pendant des heures encore, mais là, c'est simplement pour vous donner un aperçu des grandes actions aujourd'hui, à quelques mois de son investiture. Alors, rapidement, avant de passer la parole à mon collègue, il y a quelques informations importantes à signaler sur quelques grands axes, justement, de la politique de Donald Trump, de nature fiscale, monétaire, commerciale et puis environnementale. Ça pourrait effectivement être très important de revenir là-dessus. Alors, pour l'instant, la politique monétaire de Donald Trump pourrait préconiser des tensions avec la Fed. Donald Trump, il met de la pression publique, en tout cas, sur la Fed pour baisser les taux d'intérêt. Il considère que les prix sur l'alimentation, sur l'essence, commencent à tomber. Et donc, il est grand temps que la Fed baisse les taux d'intérêt parce que l'économie le permet. Il considère que c'est une façon d'enlever la pression sur son agenda économique. La Fed considère que c'est une situation d'incertitude aux États-Unis qui est particulièrement élevée. Ce qu'a dit Powell, il a dit c'est étrangement élevé. Donc effectivement, la Fed aperçoit en tout cas l'arrivée de la politique des tarifs de Donald Trump avec un choc de prix. Et donc pour l'instant, ils ont décliné de baisser les taux d'intérêt. Ils préconisent 2 baisses cette année avec quelques gouverneurs des Fed, notamment celui d'Atlanta, au South d'Atlanta, qui a dit qu'il fallait finalement opérer à une seule baisse parce que la situation est tellement incertaine. Alors, est-ce qu'on va assister à une pression à Donald Trump qui va essayer de remplacer Powell? Je ne suis pas convaincue que ça va se produire. Powell lui-même, il a dit qu'il allait refuser de démissionner, qu'il n'accepterait évidemment pas d'être licencié. Il est à la tête d'une agence indépendante et donc Trump pourrait essayer effectivement de sortir comme il a fait avec d'autres agences indépendantes. Ce sont des licenciements qui sont en cours d'études par la justice. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura un tel choc au marché et Donald Trump est loin d'être sûr que, effectivement, la Cour suprême lui donnerait raison sur ce point-là. Donc, il pourrait peut-être continuer à mettre de la pression, mais il n'est pas sûr que Donald Trump prendrait le risque d'aller jusqu'à une action radicale dans le sens effectivement, d'essayer de remplacer Powell. Alors, la politique fiscale de Donald Trump est caractérisée, entre autres, par la pérennisation des réductions d'impôts de 2017. Donc, il essaie de les rendre permanents et pérennes. Ce n'est pas tout à fait gagné. Le Parti républicain essaie de mettre en place une proposition budgétaire qui doit néanmoins être adoptée par les 2 chambres du Congrès. Là, la grande difficulté, et ça relève vraiment de la politique intérieure, c'est que le Parti républicain ne sait pas comment financer justement la pérennisation de ces impôts. Donc, ils sont tiraillés. Les économistes estiment que cette politique va ajouter 13 trillions à la dette américaine sur une décennie. Et dans le Parti républicain, il y a ceux qui sont très réticents justement, qui ne veulent pas du tout ajouter à la dette. Et donc, ils ont une difficulté à accepter la pérennisation de ces réductions d'impôts. Mais en même temps, il y a aussi une envie de les préserver parce que évidemment, ça peut aider au pouvoir d'achat des Américains, que ce soit des classes populaires sur lesquelles Donald Trump compte beaucoup, ou que ce soit sur ceux avec les revenus les plus importants, notamment dans les circonscriptions qui ont tendance à être démocrates, mais qui ont donné le pouvoir aux républicains pour le Congrès. Et donc là, les républicains, ils y voient un intérêt électoral immédiat. Donc, il y a ces 2 tensions, c'est-à-dire
comment est-ce qu'on les finance. On sait que ça peut être payant électoralement, mais on est aussi fermement anti-dette. Donc, voilà, c'est un sujet qui n'est pas encore complètement gagné. Peut-être pour terminer sur des questions commerciales, là, il est écrit sur le slide tension avec la Chine, relation avec l'Europe. On pourrait quasiment mettre tension avec la Chine et avec l'Europe. Les États-Unis sont dans une forme de grande tension avec deux des plus grandes économies du monde. Avec derrière, avec la Chine, deux choses. C'est que la relation avec la Chine, étant la nouvelle peer rival des États-Unis, va être la relation qui structure la scène internationale et qui préoccupe, qui obsède la classe politique aux États-Unis. Donc, à la fois, Donald Trump, il estime qu'avoir une relation harmonieuse avec le dirigeant d'un pays, ça vaut avoir des relations sereines et apaisées avec le pays tout entier. Donc, Donald Trump, il dit qu'il a de très bonnes relations avec Xi Jinping, mais en même temps, la politique de son administration restreint effectivement le partage de l'attaque et met en place d'autres contraintes, justement. Donc là, les choses pourraient aller dans deux sens. Il peut y avoir une recherche de dialogue, mais ça peut aussi s'empirer avec la Chine, pour l'instant, qui a répliqué aux deux tranches de tarifs nouvelles imposées par Donald Trump. Ils ont répliqué de façon plutôt modérée, tout en indiquant qu'ils sont prêts à tout type de guerre que les Américains le souhaitent. Donc, il y a une possibilité d'accélération, d'aggravation de la tension, mais en même temps, il peut y avoir des intérêts évidemment économiques qui se croisent avec Donald Trump pour l'instant qui pourrait retarder ou adoucir les frais de douane supplémentaires sur les importations chinoises afin d'avoir une sorte de deal sur la vente notamment de TikTok. Donc on voit que le lien entre les États-Unis et la Chine va être ça qui est structurante avec à la fois des tendances à vouloir durcir le discours, mais en même temps avec un besoin de dialogue. L'objectif de l'administration Biden, c'était de mettre en place des règles de la route qui pourraient permettre de revenir d'une aggravation des tensions qui semblerait inévitable par moment. Est-ce que Donald Trump va revenir vers ce système-là, vers un système de construction de dialogue, ou est-ce que ce sera une série de positions iconoclastes dans une logique de rapport de force? Donc là, c'est toute la question qui se pose. Et évidemment, les Européens, ils paient également une reconfiguration et une nouvelle perception de l'administration américaine vis-à-vis notamment des alliances. Donc évidemment, on a tous entendu le discours très dur des membres de l'administration, que ce soit J.D. Vance, Pete Hegseth, ministre de la Défense, ou Donald Trump lui-même, les plus récents qui qualifient les Européens de pathétiques sur le plan sécuritaire. Mais on sait très bien que économiquement, l'Europe est la cible également des menaces des frais de douane supplémentaires. Donc, en effet, on est dans une reconfiguration assez particulière avec l'Union européenne et avec les pays européens, en sachant que la posture de cette administration, c'est de considérer que les alliances nécessitent le scepticisme. Il y a une forme effectivement d'envie de se débarrasser, en tout cas de se libérer plutôt justement de ces alliances structurantes de longue durée afin de négocier le meilleur deal. Il y a une partie de l'establishment politique aux États-Unis, notamment à droite mais pas que, qui considère qu'il faut maintenant se désinvestir progressivement de l'Europe pour se réorienter mieux à l'Asie-Pacifique et pour faire face à cette menace ou en tout cas défi chinois. Il y a aussi une autre composante de ce revirement qui consiste à vouloir bilatéraliser les relations avec les pays européens, donc éclater l'espace européen afin de diviser et concourir. Il est beaucoup plus facile pour les Américains de composer avec des pays en bilatéral, à encourager et à donner des incitations aux pays européens de coopérer, que ce soit sur des plans de défense ou économie, et de menacer, voire de punir ceux qui choisissent de faire autrement. Et donc, ça crée un système beaucoup plus propice aux intérêts américains. Donc, on assiste effectivement à un vrai changement par rapport à la manière dont les Américains conçoivent l'Europe, avec la notion même de l'alliance qui semble remise sur la table. Merci beaucoup et évidemment, toutes les questions que vous avez, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Amy. Oui,
En effet, on voit pas mal de questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser. On y répondra à la fin du webinaire sans problème. Donc typiquement, en effet, hein, on a beaucoup entendu parler de dérégulation avec Donald Trump, on a entendu parler de baisse des impôts sur les sociétés, et cetera. Mais il y a une mesure qui pèse aujourd'hui, vraiment de façon très importante sur les marchés, qui crée l'incertitude, c'est, les mesures sur les tarifs douaniers. On a un peu entendu tout et son contraire, hein. On a entendu, secteur par secteur, pays par pays et en fait là, ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui, ça va plutôt être, donc des tarifs réciproques, entre les pays, mais avec aussi une surtaxe par rapport au secteur. On l'a vu avec la semaine dernière, les 25% avec sur l'automobile de Donald Trump. Et ça crée l'incertitude sur le marché, ça crée l'incertitude naturellement donc sur les investissements que vous pouvez avoir en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donald Trump, il a appelé le 2 avril le Liberation Day. C'est demain qu'on sera un tout petit peu plus fixé sur ce qui va se passer. Et on est très embêté de ce qui se passe en ce moment pour deux raisons principales. C'est que ça peut créer de la récession. Typiquement, aujourd'hui, c'est une des mesures qui pèse le plus. Une des problématiques qui pèse le plus, ça va être sur la récession, également de la stagflation. C'est-à-dire que les mesures de Trump vont créer naturellement potentiellement de l'inflation. C'est un peu ce qu'il souhaite aussi avec son côté très protectionniste, mais également une baisse de la croissance américaine. Donc ça, c'est vraiment les deux piliers qui aujourd'hui pèsent sur le marché. C'est ce problème de récession, ce problème de stagflation. La stagflation, c'est ni plus ni moins que d'avoir de l'inflation qui soit pas nécessairement bien contrôlée, avec une réduction de la croissance, une baisse de la croissance aux États-Unis. Et quand on voit les chiffres qui sont sortis récemment, on a eu l'inflation du PCE vendredi dernier qui est ressorti à 2,8%, alors qu'on s'attendait à 2,7%. Ça, le marché n'a pas du tout apprécié l'information. On a l'indice de confiance du Michigan. Alors ça donne ni plus ni moins qu'un peu l'état d'esprit dans lequel les Américains sont aujourd'hui. On est à 57, on s'attendait à 63. Donc on voit une baisse de la confiance des ménages aux États-Unis. Et ça, ça montre un chiffre qui n'a pas été aussi mauvais depuis plus de 10 ans. Donc typiquement, c'est vraiment les deux choses qui pèsent un petit peu aujourd'hui sur le marché et qui vont dans le sens du scénario finalement de la potentielle stagflation-récession. Pour autant, on a aussi des données macroéconomiques qui sont plutôt bonnes sur certains points, notamment les PMI qui sont sortis la semaine dernière. Donc les PMI sont sortis à 54,3. Donc les PMI, en 2 mois, hein, si on est au-dessus de 50, il y a de l'expansion. Si on est en dessous, il y a pas d'expansion. Donc là, typiquement, c'est plutôt positif pour le marché. Quand le chiffre est sorti, le marché avait plutôt bien réagi. Et il y a un deuxième pilier aujourd'hui qui va être très regardé, qui est vendredi, c'est l'emploi. On s'attend à 4,1% de chômage, ce qui montrerait un secteur de l'emploi plutôt résilient, enfin en tout cas qui supporte bien toutes ces incertitudes. Pour les PMI, on a un résultat aujourd'hui à 16h, les PMI de l'ISM, qui seront très regardés. On s'attend à être un tout petit peu en dessous de 50, mais pour le coup, si on a un PMI au-dessus de 50 aujourd'hui et de l'emploi qui serait autour de 4, enfin autour de ce qui est attendu, typiquement, ça pourrait avoir vraiment un impact positif sur le marché et redonner peut-être un second souffle. On le voit aujourd'hui, hein, depuis le début de l'année, si on compare par rapport à 2024, on a voilà 2024, bon, ça a été principalement drivé par la tech, par l'IA. On a 24% pour le S&P 500, près de 30% pour le Nasdaq. Et on voit que depuis le début de l'année, c'est vraiment complètement différent. On a un Nasdaq qui perd près de 9%, un S&P qui perd 5%. Mais pour les clients qui font un petit peu d'analyse technique, qui regardent un petit peu des points d'entrée parce qu'ils estimaient que l'année dernière, c'était des niveaux beaucoup trop hauts, beaucoup trop chers pour entrer, on se rend compte qu'on est sur un très gros support. Sur le Nasdaq, on est autour on a un très gros support à 19 173. On est au-dessus de ce support. Malgré les incertitudes d'hier, on a vu que là, il y a une bougie qu'on peut voir sur l'avant-dernier bâton. On est descendu très bas pour remonter relativement tout de suite au-dessus de ce support-là. Et ça, ça montre une certaine forme de résilience tout de même si ça reste très fébrile pour le moment. Ce qui pourrait redonner un second souffle au marché, ce serait, comme on l'a dit, des chiffres sur la croissance et l'emploi plutôt positifs et une inflation plutôt en dessous des 3%, mais vraiment qui va essayer de tendre vers les 2% pour essayer d'annuler justement ce scénario de récession. En Europe, il y a un petit peu un arbitrage des liquidités qui s'est fait. L'année dernière, on a l'indice parisien qui perd 2% sur l'année quand le Nasdaq en gagne 30. Mais depuis le début de l'année, il y a eu un inversement qui s'est fait. C'est aussi Donald Trump qui s'est senti, ce sont ses mots, abusé, arnaqué, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de tous ces tarifs douaniers-là. Et typiquement, il a demandé à l'Europe d'être un peu plus indépendante, et ça n'a pas loupé, hein. L'Allemagne a investi 500 milliards d'euros dans son économie, notamment dans la défense. La Suède a suivi avec 70 milliards. Donc
typiquement, ça profite un petit peu à l'économie européenne qui manquait un petit peu de catalyseur positif pour rebondir. Et on voit que malgré les incertitudes qui pèsent, les incertitudes, elles pèsent sur les États-Unis, mais aussi sur l'Europe, malgré ça, on a une Europe qui reste au-dessus d'un gros support pour le CAC, en tout cas, au-dessus des 7725 points, qui est un très gros support. Il faudrait essayer d'aller chercher des bonnes données macro, parce que les bonnes données macro dont on vient de parler aux US, elles vont impacter l'Europe. Le Liberation Day de demain va également impacter positivement l'Europe. Et ça pourrait essayer psychologiquement de refranchir le seuil des 8000 points pour essayer d'aller chercher les 8050 points. En termes de secteurs, vous avez beaucoup posé de questions sur les secteurs, etc. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a des secteurs qui ont bien sûr la défense avec la potentielle résolution du conflit russo-ukrainien, mais Donald Trump qui a dit tout simplement à l'Europe de se réarmer toute seule. Donc là, il y a eu des gros investissements qui ont été faits. Comme on l'a dit, ça a servi à Rheinmetall qui a eu des performances qui ont explosé, des performances records. On peut aussi penser à des sociétés comme Airbus. Airbus, typiquement, c'est le leader français européen qui est bien sûr dans l'aviation civile, mais aussi qui fait de l'aviation militaire. Donc ça peut aussi bénéficier à des sociétés comme Airbus. On parle des matériaux parce que si on veut réindustrialiser l'Europe, si on veut que l'Europe soit un peu plus indépendante, il va falloir des ressources. On peut penser à Air Liquide avec ses gaz naturels. On peut penser à Saint-Gobain qui va être fournisseur de matériaux de construction. D'un point de vue tech, la tech, on parle beaucoup de la tech américaine qui est survalorisée. On a aussi vu qu'il n'y avait pas que la tech américaine. On a vu avec DeepSeek, avec Alibaba en Chine. Mais on a aussi ASML qui peut peut-être tirer son épingle du jeu finalement. C'est le leader européen dans la tech. Il l'a déjà fait, mais il peut permettre d'assurer un peu la souveraineté en matière de puces, notamment grâce à ses investissements dans les semi-conducteurs. Émile a dit, c'est vrai que Donald Trump est pas pro-énergie. Il est sorti des accords de Paris récemment. Il a montré que lui, typiquement, c'était pas du tout une priorité pour lui, l'énergie verte. Ça a déjà permis à des sociétés comme ExxonMobil, qui est un petit peu le leader de l'énergie aux États-Unis, de vraiment tirer son épingle du jeu également. Mais dans un souci où on a une Europe qui va encore une fois devenir un peu plus indépendante, est-ce que ce serait pas le moment pour Engie, typiquement, d'essayer de tirer son épingle du jeu? On sait que l'Europe est plus pro-green que les États-Unis, donc typiquement, Engie va essayer elle aussi faire partie de cette guerre un petit peu d'énergie entre l'Europe et les États-Unis. On a parlé de l'automobile également. Je pense que l'automobile, c'est un secteur qui a d'ores et déjà été touché, mais c'est important d'avoir un petit mot dessus tout de même. On a Volkswagen qui est une société sur laquelle on peut être un peu plus vigilant. Volkswagen, ils ont pris un petit peu le parti du véhicule vert. Donc ça, typiquement, ils ont montré qu'ils pouvaient être dans la course également. Et l'avantage de Volkswagen aussi, c'est qu'ils font un petit peu d'armement, ce qui permet éventuellement, s'ils ont des stocks en plus, s'ils ont des stocks avec lesquels ils ne peuvent rien faire, ils pourront éventuellement justement les mettre au profit de l'armement. Et donc, quand on réduit ces stocks en cours, typiquement, ça permet aussi de bénéficier de la partie véhicule vert, mais aussi de la partie militaire dont on a besoin en ce moment. Un mot sur Tesla, je ne vais pas rentrer dans le débat Tesla, mais c'est vrai que Pierre-Emi en a parlé. Elon Musk, Tesla, c'est un petit peu l'indice Elon Musk aussi. On voit des gens qui se font vandaliser leur voiture. Tesla, aujourd'hui, c'est très volatile. Après, est-ce que si on a des fondamentaux qui sont plutôt bons. On a la volonté d'Elon Musk d'aller chercher des véhicules un peu plus low cost. On a aussi l'IA qui rentre en jeu avec les robots taxis. On a vu une valeur qui était très très chère. Si on est convaincu par les fondamentaux, et seulement si on est convaincu par les fondamentaux et qu'on veut avoir du Tesla sur le long terme, on peut potentiellement venir racheter sur des niveaux, là on est en dessous de 250, mais peut-être sur des niveaux à 220, 230 si on pense que l'action peut continuer de baisser un petit peu. Donc voilà, un petit mot sur Tesla, mais c'est vrai que c'est très clivant, donc chacun fera sa propre idée sur Tesla. Un dernier mot sur les small et les mid cap. Typiquement, la baisse de l'imposition de Donald Trump sur les sociétés pourra bénéficier très probablement aux small et mid cap. Pour autant, depuis le début de l'année, le Russell 2000, qui est l'indice des small et mid cap aux États-Unis, il perd 11%. Notamment parce que les small et mid cap pourront pas exploser tant qu'il y aura cette potentielle récession. Cette potentielle récession, elle a quand même été pricée à 35% hier par Goldman Sachs. Elle a pricé ça à 20% il y a 15 jours. Donc la potentielle récession, elle est vraiment présente et elle pèse sur le marché. Et pour autant, si demain on arrive à balayer ça avec un texte de temps un peu plus favorable, peut-être que on pourra avoir des small et des mid cap qui enfin pourront performer.
Chez Saxo, bon, on a repensé une plateforme pour les États-Unis également. Alors, en fonction de si vous êtes client de Saxo Investor ou Saxo Trader Go, on a créé une page US. Sur la Saxo Investor, il faut simplement se rendre dans Portefeuille et consulter notre page dédiée. On va mettre donc il y aura la rediffusion de ce webinaire, mais il y aura également des vidéos que l'on fait en interne pour vous tenir un petit peu au courant de l'actualité aux États-Unis. On a fait une vidéo également sur comment configurer sa plateforme, parce que c'est important d'avoir en tête qu'aujourd'hui, on applique la même tarification sur le marché américain que sur le marché européen. Donc, c'est intéressant. Également, on a accès au pré- et post-market, ce qui permet de traiter 2h30 avant l'ouverture et 1h30 après la clôture du marché. Donc voilà, tout ça, c'est gratuit, c'est accessible directement sur la plateforme et on a fait une vidéo là-dessus pour vous montrer comment bien configurer votre plateforme pour investir sur le marché américain. Si vous êtes client de Saxo Trader Go, il suffit simplement d'aller dans Marché Info et ensuite Inspiration. Et là, vous aurez le logo pour consulter notre page dédiée aux États-Unis. On va voir ensemble les questions que vous avez pu nous poser dans le chat. Alors, typiquement, j'ai vu une question tout à l'heure sur voilà, stagflation récession aux US. C'est vrai qu'on en a parlé, hein, mais c'est vrai que ça reste le plus gros sujet en ce moment. Il va falloir se concentrer sur les prochaines datas qui sont sorties, qui vont sortir, pardon. Donc les PMI principalement aujourd'hui et l'emploi vendredi. C'est ça qui donnera vraiment une direction au marché. Soit ça va renforcer un petit peu les craintes qu'il y a en ce moment, soit justement ça peut donner un second souffle et c'est ça dont le marché aurait besoin pour rebondir en ce moment en tout cas. J'ai une question sur les ETF US éligibles au PEA, la gratuité des frais sur les ETF Amundi, et peut-on avoir les ETF de la liste iShare? Alors, les ETF US éligibles au PEA, alors en fait, on a un sélecteur. Quand vous êtes sur votre plateforme, vous avez un sélecteur. Vous pouvez cocher éligible PEA. Vous mettez dans la catégorie ETF, et même dans la barre de recherche, vous tapez S&P 500 ou Nasdaq ou Dow Jones. Et là, vous aurez toute la liste des ETF éligibles. En effet, on a un partenariat avec Amundi, où on a la plupart des ETF Amundi qui sont gratuits sur la plateforme, donc sans frais de courtage. Et pour cela, sur le site, sur le site Saxo, vous avez notre liste des ETF qui sont éligibles à la gratuité des frais de courtage. Que pensez-vous des valeurs de moyenne capitalisation US? Donc ça, on en a parlé. Voilà, on reste positif. Typiquement, Donald Trump, je pense que voilà, sur les deux candidats, c'était celui qui serait le plus propice, en tout cas, au small et mid cap. Mais pour ça, il va y avoir besoin d'un contexte macroéconomique plus favorable pour que ça décolle. Mais ça reste un secteur qui, enfin, en tout cas, des sociétés favorables, en tout cas, au Trump trade. J'ai une question par rapport à la dernière réunion de la Fed. Alors la dernière réunion de la Fed, elle a été plutôt positive. Ils se sont donc Jérôme Powell et les membres de la Fed se sont réunis pour annoncer qu'il y aurait 2 baisses de taux cette année. C'est typiquement le meilleur scénario qu'on aurait pu avoir pour les marchés. D'ailleurs, les marchés avaient plutôt bien réagi. Encore une fois, c'est ce sentiment de récession qui va peser sur une potentielle 3e baisse de taux, ce qui serait très négatif. Mais si on arrive à garder 2 baisses de taux sur cette année, là, ce sera vraiment positif pour le marché. Donc une réunion plutôt positive. Le sentiment était plutôt positif malgré les prévisions d'inflation qui étaient un tout petit peu au-dessus de ce qui était attendu, mais pas suffisamment haut en tout cas pour être inquiétant. Alors oui, j'ai vu une question sur les économies des agences fédérales envisagées par l'administration, en tout cas souhaitées par l'administration. Donc là, c'est 1000 milliards, donc 1 trillion, c'est l'objectif fixé par Donald Trump. Initialement, il a dit que la mission de Musk irait jusqu'au 4 juillet prochain. On n'a pas de nouvelles par rapport à ça. On ne sait pas du tout combien d'argent a été économisé, en tout cas par Musk à ce stade-là. Donald Trump, il parle en général en disant on a trouvé des méga fraudes, des millions, etc. Parfois, il donne des exemples anecdotiques de situations de fraude qui existeraient, mais en même temps, c'est très souvent quand on regarde derrière l'annonce, parfois la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on a vraiment très peu comme j'ai dit tout à l'heure, de visibilité en fait sur le travail de Musk et ce à quoi ça aboutit concrètement.
Dans cette même ligne-là, j'ai vu une question sur la taille justement des agences fédérales, le nombre de personnes qui travaillent pour les différentes agences fédérales. C'est environ, enfin avant les purges, c'est environ 3 millions. Il faut savoir que c'est un enjeu fédéral, évidemment, mais aussi un enjeu électoral de proximité pour de très nombreux Américains, parce que ce ne sont pas juste des personnes qui vivent à Washington, qui travaillent à Washington et qui se réveillent à Washington, en fait. Ils sont dans des agences fédérales, mais éparpillées partout sur le territoire américain. Donc, finalement, ces licenciements-là impactent non seulement la capitale des États-Unis, mais également dans les différents États fédérés, mais aussi parfois dans les ambassades à l'international. Et voilà, donc il faut savoir que ça touche maintenant à proximité, avec un nombre de personnes qui commencent à se dire, bon, moi je connais quelqu'un qui travaille pour l'administration de la sécurité sociale et ils n'étaient pas spécialement quelqu'un qui semblait mériter d'être licencié. Et puis, c'est pas forcément des personnes non plus qui gagnent des masses en salaire. Mais ce qui m'amène à une autre question, parce que vous avez aussi évoqué la question des contre-pouvoirs. Et là, il y a aussi un enjeu électoral de proximité, donc je fais le lien. Alors, pour le moment, on a 3 contre-pouvoirs possibles à mes yeux. On a la justice, on a le Congrès et on a le peuple américain, les électeurs, l'opinion publique. Alors, en ce qui concerne la justice, alors, elle est en train d'écouter, d'évaluer, de traiter, de statuer sur un certain nombre de contestations des décrets qui sont vraiment des contestations très variées. Mais en même temps, il y a beaucoup de décrets, donc les contestations ne sont pas au même niveau que la sortie des décrets, mais sur des questions qui s'appliquent à la politique migratoire, en touchant la capacité ou non du président de licencier les directeurs, les directrices des agences fédérales. Et là, c'est au cas par cas. Et donc, effectivement, on voit que le président, il essaie de consolider son pouvoir et d'élargir la notion même du pouvoir exécutif aux États-Unis. Cela passe par des décrets iconoclastes, controversés, dans l'espoir en partie qu'un certain nombre passe devant la justice qui valide l'action et donc qui élargit, qui augmente le pouvoir présidentiel aux États-Unis. Donald Trump, il cherche à concentrer beaucoup de pouvoir dans l'exécutif. Donc, la justice, on peut imaginer que la Cour suprême est très conservatrice, donc en fait, ils vont statuer systématiquement pour Trump. C'est pas aussi clair que ça. Et il faut se rappeler qu'il y a des juges fédéraux à des niveaux inférieurs à la Cour suprême, c'est normal. Voilà, et qui statuent aussi. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que l'administration Trump va écouter les décisions de justice qui les contrarient, qui les frustrent? Pour l'instant, on a autour notamment de la migration un bras de fer. Donc, ce qui montre qu'on peut aussi envisager le début des crises constitutionnelles si l'exécutif refuse même la notion du contre-pouvoir de la justice et qu'il le considère anticonstitutionnel. Donc là, c'est une vision non normative de l'autorité et la séparation des pouvoirs aux États-Unis, mais ça existe. Le Congrès, pour l'instant, dirigé par les républicains, ne s'oppose pas tant que ça à Donald Trump, mais on commence à voir autour de la question du budget des vraies divergences idéologiques qui s'opèrent au sein du parti. Ils ont une majorité très, très serrée dans les 2 chambres du Congrès. Donc, potentiellement, certains républicains qui sont élus très fragilement, ils sont en risque s'ils suivent trop la politique de Donald Trump. Dans 2 ans, ils pourraient perdre justement leur place dans les élections de mi-mandat. Donc, voilà, pour l'instant, le Congrès, la majorité républicaine reste assez soudée derrière le président. Les démocrates, ils peinent à exister dans le débat. Ils n'ont pas une vision stratégique identifiée et ils n'ont pas un discours clair vis-à-vis de Trump. Ils se disputent entre eux. Est-ce qu'il faut négocier et travailler avec Trump là où on peut ou est-ce qu'il faut résister à tout prix? Et donc là, ils ne savent pas complètement quelle est la ligne à adopter. Et puis, in fine, et là j'en conclus, c'est l'opinion publique qui va aussi avoir un mot à dire. Donc, typiquement, la prochaine échéance démocratique, c'est dans 2 ans. C'est le moment où le Parti républicain peut perdre le contrôle d'une des 2 chambres, voire les 2, puis potentiellement juste la chambre du Congrès. Il y a aussi des postes de gouverneur et puis d'autres postes plus locaux que des électeurs pourraient donner au Parti démocrate dans une envie d'alternance politique. Donc, effectivement, sur certains aspects, sur la politique de Elon Musk, sur la présence même et l'action de Musk, sur la grande activité de Trump et sur des questions économiques, on voit que l'opinion publique commence à exprimer un peu des réticences. Donc, on va voir si elle adhère justement à la politique Trump ou si elle va vouloir la sanctionner justement dans 2 ans. Donc, c'est aussi un contre-pouvoir qui existe réellement au sein de la société américaine.
Alors on a une question sur Eurodoll. On est plutôt positif sur Eurodollar de par justement le changement qu'il y a eu, enfin le changement qui est en train de s'opérer en Europe. Il faut vraiment avoir conscience que c'est un changement qui a peut-être pas eu lieu depuis des décennies. Et ça, typiquement, ça peut profiter à Eurodollar. On est plutôt haussier sur Eurodoll avec une grosse zone de résistance autour des 1,12, 1,12,5. J'ai une question plus technique sur les ETF avec dividendes versés et non réinvestis. Alors ça, en fait, quand il y a le petit c, c'est que au bout de l'ETF, c'est que ce sont des dividendes qui capitalisent et donc qui réinvestissent. Et quand il y a un D, ça signifie que c'est versé. Et pour ça, pareil, dans le sélecteur, vous avez une liste de filtres qui permet de choisir les ETF capitalisants et les ETF distributifs. J'ai vu 2 fois la question sur un 3e mandat. Donald Trump a effectivement dit qu'il était complètement sérieux sur cette envie de briguer un 3e mandat. Alors, légalement, ce n'est pas possible. La Constitution limite le président à 2 mandats. Alors, il y a une hypothèse qui commence à circuler qui consisterait à ce que J.D. Vance gagne la présidence et cède sa place à Trump. Là, ce sont des hypothèses qui vont très, très loin. Il faut savoir que la Constitution ne peut pas amender aujourd'hui parce qu'il y a trop de divisions au sein de la politique et donc la barrière pour changer ne peut pas être réunie. Enfin, je veux dire, il faut trop de majorité à trop d'échelles justement pour qu'on trouve un consensus là-dessus. Donc là, je pense que cette voie-là, elle n'est pas possible. Il faut prendre Donald Trump sérieusement, je pense, dans ce qu'il dit. Néanmoins, je pense que en fait, il avait un double objectif en ressortant cet argument. À la fois, il fait face à la fuite très embarrassante, justement, des chats sur Signal sur l'équipe de sécurité défense par rapport au Yémen. Donc, je pense que c'est une distraction de cette gaffe qui n'est pas passée inaperçue aux États-Unis. Il y a aussi potentiellement un peu l'opinion publique qui commence à refroidir sur la question des tarifs et ce qu'ils comprennent comme conséquence sur le portefeuille. Et donc, c'est une façon éventuellement de réorienter le débat vers autre chose, des choses beaucoup plus controversées. Et mine de rien, en fait, ça ouvre le débat dans des terrains qui n'étaient jamais envisageables autrement. De commencer à chercher des loopholes dans la Constitution qui permettraient de jouer avec les mots. Ça me paraît ouvrir un débat qui n'a jamais eu lieu avant dans l'histoire des États-Unis. Donc, en tout cas, c'est à prendre au sérieux parce qu'on commence à envisager des hypothèses qui sont illégales aux États-Unis aujourd'hui. Et puis, j'ai oublié de dire une autre raison pour laquelle Donald Trump pourrait sortir cet argument aujourd'hui. C'est parce que son vice-président commence à prendre beaucoup de place. Vous l'avez vu avec Zelensky dans le bureau ovale. Donc, c'est quelqu'un qui a des ambitions par la suite, qui est l'intellectualisation et la formalisation institutionnelle du Trumpisme. Et donc, il veut incarner tout de suite la succession. Donald Trump ne peut pas se représenter. C'est également une façon de montrer que c'est toujours un président qui a du pouvoir, dont le capital politique reste intact, alors qu'on sait que tous les jours qui passent, il en aura de moins en moins, parce qu'on va se rapprocher de la fin de son 2e et donc ultime mandat. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un peu de com, un peu de distraction, mais il ne faut pas écarter le sérieux du fait même d'introduire ces hypothèses et le fait qu'on fait tous l'exercice mental de savoir est-ce que c'est possible ou pas. Merci beaucoup, Amy. Merci à tous. Encore merci, Amy, pour votre temps, votre participation. C'était passionnant. On se tient à votre disposition, bien évidemment, si vous avez des questions plus tard. On va clôturer ce webinaire-là. Encore merci, Amy. Et n'hésitez pas à répondre au sondage qu'il y a dans le chat. Ce sera pour notre prochain webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à nous répondre, ça nous permettra de s'ajuster en fonction de ce que vous souhaitez. Merci à tous, merci pour votre temps et une très bonne journée et une bonne semaine. À bientôt.